À mon accent, hein. Vous pouvez peut-être penser que je suis parisienne. Non, 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 je suis pas parisienne. Je suis bruxelloise et fière de l'être, hein, potverdikke. Tout le bazar ne fait qu'augmenter et le pognon fait que dévaluer. Een tax nog stee, een tax nog stoer. En ça va casse mij gedoe. Allez tous au bistrot. C'est le seul endroit qui est rigolo. On y oublie la taxation, la TVA et l'inflation. Juste avant les congés payés, j'ai trouvé une surprise dans mon courrier. Plus question de partir en avion, parce que c'était ma feuille de contribution. Allez, tous au bistrot, c'est le seul endroit qui est rigolo. On y oublie la taxation, la TVA et l'inflation. À ce moment, le club ne jouait pas si loin. J'irais bien le supporter un brin. Mais au prix où on vend le pétrole, j'ai pas envie de monter dans ma bagnole. Allez tous au bistrot, c'est le seul endroit qui est rigolo. On y oublie la taxation, la TVA et l'inflation. De piano. Schijle zussen. Wat een fanfare onder die deur. Ah, swing het dan, swing het. Kom dan, ik vraag het. Je suis dans la file des chômeurs qui vont pointer à 9 heures. Et le premier qui veut parler politique, je l'envoie en clinique et en musique. Allez, tout au bistrot, c'est le seul endroit qui est rigolo. On y oublie la taxation, la TVA et l'inflation. Ah, ça me taille, hein? Ouais, dat is de keer. Je m'appelle Jean Wittebol et je suis bruxellois. Né à Anderlecht en 1930, à la belle époque, comme on disait. J'ai été horloger comme mon père, qui avait fait les chauffeurs de taxi aussi. Après sa mort, j'ai habité avec ma sœur, car nous n'étions pas riches. Je me suis toujours passionné pour la photographie dans ma bonne ville et je vais te faire découvrir une partie de mes souvenirs insolites bruxellois. Je rencontre mon copain Didier,
qui m'explique comment arriver au musée du tram et du taxi, où je vais retrouver un peu la nostalgie du passé. Ah oui, à Bruxelles, le receveur doit savoir parler en français et en flamand. Wat zei het dan? Zat op de tram met een Chinees. Op zijn schuurt had aan een dus. Ik zeg allee, dat is na feest. Voor een dus en geen valees. Maar na nu een lange deur. Krijg dan Chinees precies het zeur. Hij vreeg hem af, pourquoi vos vuil? Hij kan bezeg gelijk een dui. Is de Chinees een tango? Is de tango chinois? Is de Chinees een tango? Is toch een ik zing aan wat nou? In ene kist doet hem rechtop. Ik zeg oei oei, dan effect op. De Chinezen zijn geen kalante. En het is precies geen plezante. Ik zeg ching chang, excusez-moi. Ga rappelez-moi, man pour man. Que la cascade was zo geil. Moldova was Chinees een tango. Is de tango chinois. Is de Chinees een tango. Is toch een ik zing aan wat nou. In ene kist doet hem rechtop. Ik zeg oei oei, dan effect op. De Chinezen zijn geen kalante. En het is precies geen plezante. Ik zeg ching chang, excusez-moi. Ga rappelez-moi, man pour man. Que la cascade was zo geil. Moldova was ze den ook geil. C'est ce que j'ai commandé là. Non? C'est la bière, la scarbecoise. Il faut pas le Si, on fabrique ça, avenue Louis Bertrand. Cardiaque? La scarbée. Ah, on va du tu veux qu'on aller? À la school, hein. Allez, santé, hein? Ouais, pas trop mauvais, hein? Ouais. Moi je trouve qu'elle est pas. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Donc vous êtes ici au musée Scarbecois de la bière qui existe depuis une dizaine d'années. Nous sommes 12 bénévoles, comme les 12 apôtres dès le départ. On a mis toutes nos forces ensemble pour créer ce musée. Au début, on avait une salle et puis progressivement, les choses se sont améliorées, on s'est agrandi. Dans les 12 apôtres, il y avait un échevin de la commune de Scarbeck.
et nous sommes dans des locaux d'une ancienne école industrielle de la commune. L'école a été désaffectée, les locaux sont restés à l'abandon et grâce à la présence de l'échevin, on a pu occuper ces salles qui étaient des salles d'atelier. On a travaillé sous la protection de Saint Arnould. Saint Arnould est le patron des brasseurs et Saint Arnould est un évêque. Moi, j'étais surprise qu'un évêque soit patron des brasseurs. Mais il y a ça deux explications. Une explication suivant laquelle ce brave homme était dans une abbaye. Il y a eu une énorme tempête, on était en train de faire de la bière. L'abbaye était démolie, mais la bière était sauvée. Et l'autre explication, durant tout le Moyen-Âge, durant les grosses épidémies de peste et de choléra, on considérait que les buveurs de bière résistaient mieux que les buveurs d'eau. Et on ne savait pas pourquoi. Et ce n'est que bien longtemps après, avec Pasteur, qu'on a compris, pour faire de la bière, on chauffe l'eau, et en chauffant l'eau, on tue quelques microbes au passage. Voilà pour l'historique du musée. Nous venons de fêter notre 10e anniversaire. Et on a fait plusieurs festivités à cette occasion parce que nous avons un système, rien qu'avec nos visiteurs, on n'arrive pas à tenir le coup financièrement. Et alors on a des gens qui se font membres et qui viennent boire un verre et pour qui on organise à l'une ou l'autre occasion un repas ou des choses comme ça. Pour ce qui est de l'historique de la bière, moi, je me suis souvent posé la question de savoir si la bière avait été avant le vin ou le vin avant la bière. Eh bien, ça n'est pas évident du tout. Où on est tout à fait certain que les gens consommaient de la bière, c'est chez les Égyptiens. Parce que dans les tombes égyptiennes, on a trouvé des poteries qui contenaient des traces de bière. Donc là, c'est tout à fait certain. Et puis, quand les enfants viennent, ils nous parlent d'Astérix et Obélix et tout le monde sait que les Gaulois buvaient de la cervoise. Ça, tout le monde le sait. Je n'oublierai jamais le chignon bien coiffé de la belle caissière du Grand Café. J'en ai profité que j'étais à côté de mon ancienne école primaire dans la rue Creuse à Scarbeck. Je n'ai pas pu résister d'aller revoir cette vieille façade et les murs de briques rouges qui sont encore pleins de mes souvenirs d'enfance. Oh Jota, c'est déjà loin tout ça. Je sais que je retourne un peu en enfance. Je suis en quête de 80 ans. Mais après, je vais te faire voir quelque chose de top. Bonjour, passez la porte et rentrez dans notre domaine de rêve. Vous êtes ici au musée du jouet, un endroit à la fois insolite et merveilleux, où chacun d'entre nous peut pour un court instant redevenir un enfant.
Je t'ai dit que j'avais été horloger, et je pense toujours à ma boutique. Je continue à faire encore des réparations pour d'anciens fidèles clients. Je vais t'amener chez un collectionneur d'horloges un peu particulier. Tu vas voir. Bonjour et bienvenue au Clockarium. C'est le musée des horloges en faïence, plus particulièrement des garnitures de cheminée de la période Art déco et de la première moitié du XXe siècle. Pourquoi faire un musée sur ce sujet? Simplement parce que ces horloges ont fait l'objet d'une mode absolument colossale dans l'entre-deux-guerres. Tout le monde devait en avoir une sur la cheminée. En particulier, celles que vous voyez ici sont produites par des faïenceries tchèques. Les horloges que vous voyez ici ont été produites par la faïencerie de Sarreguemines. Sarreguemines, qui était la plus grande faïencerie française, si ce n'est la plus grande du monde, elle a contenu jusqu'à 5000 ouvriers au début du XXe siècle. Et en particulier, une horloge particulièrement intéressante, c'est celle-ci. C'est l'horloge qui représente le paquebot Normandie. Horloge importante pour le musée, parce que vu que le Normandie a été lâché le 9 octobre 1932, elle nous permet de dater les autres pièces qui ont été fabriquées dans cette faïencerie. Voilà, nous sommes ici en Belgique, et je dirais même plus dans la capitale de la Belgique, même la capitale mondiale de l'horloge en faïence. Alors, quand on parle d'horloge en faïence, la capitale, c'est non pas Bruxelles, mais c'est Wammuel. Wammuel, un petit village perdu dans le Borinage, où se trouvaient les deux faïenceries qui ont produit le plus d'horloges en faïence. La première, c'est Auguste Mouzin et compagnie, qui a produit tout ce qui est derrière moi. Et la deuxième, c'est la Majolique Wammuel, qui a notamment produit ces pièces-ci, qui sont des pièces des années 30, beaucoup plus colorées, beaucoup plus modernes que les pièces de Wammuel qui dataient des années 20 et qui sont plus proches des horloges classiques. Tu sais d'où viennent les ficons? Du magasin. Oh, ça je sais, mais de quel pays? De Belgique, de Bruxelles. Mais c'est le légume national, hein? Il fut découvert
par hasard en 1830 au Botanique, à Bruxelles. On le cultive comme ça, on recouvre de terre des racines de chicorée, et les tubercules qui poussent dans la terre, ce sont les chicons. Tu en sais des choses, toi? Il y a même un musée du chicon à Evere. Ça, je vais voir, hein. Vous êtes ici au musée de la Wittlof, le Geuzenberg, qui se trouve sur le plateau de l'eau. C'était une ferme qui était complètement désuétude. Ici sur le plateau, il y avait 5 fermes avec un puits central qui se trouve ici devant. Et bon, l'urbanisation a fait que il n'en reste plus qu'une, quoi. Donc et voilà, donc ça c'est le musée de la Wittlof. Voilà le chicon. Donc si on a connu le chicon dans la région, c'est un peu grâce à Napoléon, donc puisqu'il a établi le blocus continental quand il était en bataille avec les Anglais à l'époque. Et donc les cultivateurs de l'époque ont commencé à faire la culture de la betterave, mais à outrance. Et donc, l'histoire a retenu que le chicon a été découvert au Botanique. L'ancêtre du chicon, c'était la barbe de capucin. Donc, c'était comme une betterave, avec comme des germes de soja. Et ça, c'était l'ancêtre du chicon. Et il l'a employé pour faire des cataplasmes pour l'estomac. Pourquoi? Parce que ces gens, donc les gens riches du temps des Romains, aussi bien que les rois fainéants plus tard, vous savez, ils vivaient couchés. Eh bien, donc, on disait, c'était Zoep fret et quête sloop à longueur de journée. Donc, ceux qui connaissent pas le flamand, c'est Zoep fret et quête un sloop. Donc, et de temps en temps, il fallait faire le nettoyage, et bien, on faisait ça avec cette fameuse barbe de capucin. Ici, le petit habit du dernier paysan de Evere, qui était Julien Mans, et qui est décédé il y a 2 ans, à peu près à l'âge de 99 ans, 11 moins 15 jours. Diminutif de ma mère, tac, madame. Ouais, parti. Salut. Donc, le diminutif de ma grand-mère, c'est un fléau qui servait à battre le blé, même dans la face et le blé. On va couper à peu près 1,5 cm du col de la racine. Pourquoi? Parce que si on coupe plus haut, on va avoir des chicons verts. Et si on coupe trop à ras, on va avoir des petits jets. C'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, on veut qu'un beau jet, ça sera le chicon. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va retirer ça du sol, on va laisser reposer pendant 3 semaines à peu près. Donc, ça veut dire qu'on est presque au mois de septembre déjà. Hein? Donc, quelqu'un qui vous vend du chicon de plein terre au mois d'août, c'est un lagenout, un slinko, tout ce que tu veux, mais c'est le linkador. Et alors, on va mettre ça dans des couches qu'on appelle des ados. Donc, ce sont des ados, ce sont des grandes tranchées d'à peu près 30 cm de profondeur. Et on va mettre tout ça. Vous avez une couche que j'ai reproduite. Et à l'intérieur, il y a les photos. Et donc, on va mettre tout ça dans les couches. On va mettre des bûches, ces bûches qui vont être accordées au poêle de chicon, qui est tout simplement un chauffage central. Il y a de l'eau dans le vase d'expansion, l'eau va couler, va tourner, va chauffer la terre, tout ça. Et donc, on va mettre des tôles ondulées, et ces tôles ondulées, à quoi elles servent? Pourquoi des tôles ondulées? Allez, à votre avis, pourquoi des tôles ondulées? Oui, mais c'est pas. Ben, tout simplement pour la récupération d'eau. Avant, on mettait ça comme ça. Et donc, quand il pleuvait, on perdait cette eau. Tandis qu'avec cette eau ondulée, il pleut et on récupère l'eau qui revient à nouveau dans la couche. Donc, la racine peut à nouveau pomper, quoi. Donc, tout simplement ça. Il faut savoir, 18 jours, 18 degrés, votre chicon est là. Et alors, disons, ça c'est la pièce maîtresse de ce petit musée. C'est le drapeau du premier syndicat de chicon qui a été créé à Evere en 1902. Et donc on va un peu analyser ce drapeau parce que c'est vraiment toute la philosophie catholique flamande de l'époque. Les hommes ne pouvaient honorer leurs femmes que le dimanche après les vêpres 4 heures. Donc il fallait que monsieur le curé donne l'autorisation à 4 heures le dimanche
pour que l'homme et la femme pouvaient aller faire des pique-noches. Et donc sur le drapeau, qu'est-ce qu'on voit? On a les deux mains qui sont liées, là, donc les deux mains, donc c'est l'amitié. Vous avez la croix rouge là, qui est la croix celte. Le blason du duché de Brabant, c'est le lion du duché de Brabant, parce que c'était l'œuvre de notre hoofdstad et Parducel. Allen voor ieder en ieder voor allen, qui était le leitmotiv de la paysannerie flamande et qui a été repris par le Boerenbond après la guerre pour aider les petites et moyennes entreprises néerlandophones du nord du pays. Voilà, j'ai terminé, vous pouvez l'applaudir. Bomma, pataten met salmi. En op aan een dikke servola, en op aan een dikke servola. Je m'accorde une pause, car après je vais te montrer quelque chose de très grand. La dernière cigarette avant la sentence. Par décision du tribunal, le prévenu Jean Huttebol est acquitté et libre de toute contrainte. J'aimerais bien de vous raconter dans quel quartier moi je suis né. Je suis un echt marolien et sans censure, ça n'est pas rien. Place du jeu de balle, le vieux marché, rue Sainte-Thérèse, 4 étages à pied. Voilà l'endroit où je suis né, eh ouais. Ouais, je sais. Mais ouais, je suis un beau garçon, ça fout ça. Aïe. T'as vu les filles, comment elles sont, dit. Allez, franchement. C'est grave. Y'a un masque. J'ai suivi les cours sans les rattraper. À l'école 7, moi j'ai été toujours bien sage, j'étais obligé. La punition était à éviter. En haut de la rue des renards, Maria vendait tout son bazar. Des caricoles et des escargots. Je te montre une impasse. Bruxelles en regorge. Mais tu en verras d'autres. Je vais mettre ça dedans, après ça, on met le chemin, hein?
de Namet. Namet, ça veut dire les vieux marchés. Les gens mouraient d'âge et de travail. Les gens étaient très courageux. À 5 heures du matin sur le marché et ils avaient fini à 4-5 heures l'après-midi. Ah, c'était pour le bien, hein, ce sont ceux-là qui, avec leur charrette, prenaient tout le bazar par terre. Hein. Ils surveillaient beaucoup les charrettes à bras, à ce temps-là. On faisait des déménagements avec ça dans le temps et tout, ils transportaient tout avec les charrettes à bras. Derrière l'église Notre-Dame de Laken, il y a un splendide cimetière, Notre Père Lachaise à nous. L'endroit est prestigieux, car la crypte royale est dans l'église et nos souverains y ont leur sépulture. Un nombre impressionnant de personnalités ont donc voulu reposer juste à côté pour y trouver la sérénité. Tu vois le buste d'Émile Boxtal, un ancien bourgmestre de Laken disparu en 1920. Au détour d'une allée, je découvre le penseur réalisé par le notoire Auguste Rodin. C'est une des premières sculptures en marbre taillées par l'artiste. Ici, on va découvrir le mausolée de la Malibran, notre diva bruxelloise du XIXe siècle. Elle avait épousé Charles de Berriot, un célèbre violoniste-compositeur belge. Celui-ci habitait dans une splendide maison de maître, située à Saint-Josten-le-Haut. Berriot fera construire une vaste chapelle pour sa bien-aimée. Maria Felicia Garcia, Malibran de Berriot. Avant la mort prématurée de la diva en 1836, le couple avait fait construire une belle demeure à Ixelles, une des 19 communes de l'agglomération bruxelloise. Et tu peux entendre Maria Cecilia Bartoli, qui a repris le répertoire de la Malibran pour lui rendre un vibrant hommage.
Bruxelles est la seule ville au monde qui a 2 monuments dédiés aux soldats inconnus. Le premier est la colonne du Congrès, dans la rue Royale, et l'autre ici, au Paris Notre-Dame-de-Lac. À 2 pas de la plus belle place du monde, et dans la petite maison de Bruxelles, on croise la place de la Poupée. Charmant, pas. Bruxelles a plus de 1000 ans et développe son activité commerciale depuis le Moyen Âge. La grande place de la capitale européenne est bordée par les maisons des corporations, l'hôtel de ville et la maison du roi. Érigée sur l'emplacement d'un marais asséché, celle-ci déborde d'activité depuis le XIe siècle. À droite, regarde la splendide maison du roi, nom donné au XVe siècle au duc de Brabant, qui était devenu roi d'Espagne. L'hôtel de ville, seul témoin architectural du Moyen Âge, date lui aussi du XVe siècle. Au sommet de la tour, tu peux voir la statue de l'archange Saint-Michel, terrassant le démon. Tous les 2 ans, le week-end du 15 août, un superbe tapis de fleurs vient orner la grande place. Plus de 500 000 plants de bégonias y ont été disposés pour cette occasion. Au fond d'une impasse, tu vas voir quelque chose d'unique. Jeanne Capis, la sœur de Manneke Pis. Allez, revenons sur Terre, ou plutôt sous la Terre, car on va se promener dans les catacombes. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a 320 km d'égouts et 30 km de collecteurs, et avec son million d'habitants, la ville évacue donc chaque jour par ses égouts 75 tonnes de matière en suspension. Ça me semble assez impressionnant, si on imagine la quantité que rejette l'humanité tous les jours.
Pas fâché d'être remonté en surface. On y respire nettement mieux. Bruxelles est née dans la vallée de la Seine et traverse la ville du sud au nord-est. Et jadis, le commerce portuaire était florissant. L'industrialisation progressive, l'accroissement de la population urbaine et la diminution du débit naturel de la rivière l'ont transformé en égout à ciel ouvert. En vertu de quoi, les autorités de Bruxelles décidèrent donc le voûtement de la Seine. Les travaux se prolongèrent jusqu'en 1930 et actuellement, des stations d'épuration redonnent une nouvelle vie à la Seine. Ici, au quai de Bistebroek, c'est un des rares endroits où l'on peut encore voir la Seine à ciel ouvert. À Anderlecht, rue d'Art, le décor est pour le moins bucolique. Dans l'îlot Saint-Géry, complètement réhabilité, avec sa halle qui était avant un marché couvert, je vais te faire découvrir un ancien relais de poste du XVIIe siècle, reconstruit dans les années 1980. L'entrée cochère donne accès à une cour intérieure qui abritait l'ancien couvent des Riche-Clercs. Toute cette architecture est aujourd'hui habitée par des particuliers pour leur plus grande satisfaction. Et on découvre une ouverture qui nous prouve que la Seine est toujours bien vivante.
qui est passé entre eux et qui est passé loin devant nous. Mais c'était un démon, mais un bon démon naturellement. Quel roi, quel seigneur, c'est inimaginable. Ah, et puis, quelle affaire, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Si moi j'ai les larmes aux yeux. Ah, écoutez.
jamais, ce garçon, hein? Venez, c'est une sérénade pour moi. La grande blague de M. Donc voilà, aujourd'hui je suis venu rejoindre mon ami Jean Wittebold, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans le film. Et on a développé donc l'histoire d'un vrai Bruxellois, qui est en l'occurrence Jean, et qui tout au long de l'histoire vous raconte un petit peu ses anecdotes et ses souvenirs du passé. Alors je suis très fier d'avoir pu réaliser ce projet parce qu'on a eu recours à des gens bénévoles qui l'ont fait par amour des choses, et on a fait ça avec un budget 0 francs, 0 centimes. Et voilà, disons qu'on allie tous les deux la passion des images et de la vidéo pour réaliser un petit peu les choses qui nous tiennent à cœur. Et voilà, donc un beau projet qui grâce à Jean a pu aussi se réaliser, puisque Jean est le personnage principal de ce film, donc qui s'appelle Les Mémoires insolites d'un vrai Bruxellois.